bienvenue dans ce journal. Première cause de mortalité en Côte d'Ivoire, le pays lance une vaste campagne de vaccination contre le paludisme. Plus de 250 000 enfants recevront le vaccin dans 38 districts sanitaires répartis dans 16 régions. Le directeur général de l'ONESI était face à la presse ce lundi. Il a présenté les dernières avancées de l'institution tout en évoquant les retards dans la production et la livraison des CNI. Et puis on vous conduit ce soir chez Gisèle, cette dame qui souffre d'une pathologie dont les causes restent encore un mystère. Clouée dans son lit, elle appelle à l'aide de bonne volonté pour surmonter ce mal qui la ronge. La Côte d'Ivoire fait partie des 5 premiers pays africains à recevoir les vaccins antipaludéens. La maladie touche durement les enfants de 0 à 5 ans. Pour changer la donne, Begré-Mambia vient de lancer une vaste campagne de vaccination pour protéger 250 000 enfants dans 38 districts sanitaires et répartis dans 16 régions. Les précisions de Salifia Lekwe et de Kimo Eric. Agnès Kangaassi, dans la cour de la mairie d'Abobo, à la place Ahmed Bakayoko, avec son enfant. Ce dernier fait partie des premiers bénéficiaires du vaccin antipaludique, disponible maintenant en Côte d'Ivoire. On n'a pas peur, c'est pour protéger l'enfant contre le paludisme, parce que le paludisme tue. Donc, nous sommes venus ce matin pour faire vacciner l'enfant. Comme elle, de nombreux parents étaient témoins du lancement de la campagne de vaccination contre le paludisme, lancée par le chef du gouvernement ivoirien. Les populations ont été invitées à l'intégrer dans leur programme. Le gouvernement travaille durement pour que la santé de tous les Ivoiriens et de toutes les populations qui vivent sur notre territoire soit préservée. Je vous demande donc d'encourager nos mamans à faire partir leurs enfants pour la vaccination dont la campagne est lancée aujourd'hui. 38 districts sanitaires, répartis dans 16 régions, seront concernés par cette première phase de la vaccination. Cette introduction se déroulera de façon progressive pour atteindre toutes les régions de notre pays. Cette première phase de vaccination concerne 250 000 enfants âgés de 6 à 23 mois. La vaccination est gratuite. Au nom des partenaires, la chef du bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire s'est félicitée de la décision du gouvernement ivoirien d'introduire ce vaccin, s'engageant à toujours soutenir le pays dans sa politique sanitaire. Je vous le confirme, ces vaccins sont efficaces et sains. Je renouvelle l'engagement et la disponibilité de l'ensemble des partenaires du secteur de la santé à accompagner les efforts du gouvernement pour la santé de nos communautés en renforçant la communication autour des médias et des professionnels de la communication pour remporter le combat d'élimination du paludisme à travers la contribution de ce vaccin. Le paludisme est une préoccupation majeure de santé publique dans le profil épidémiologique de la Côte d'Ivoire. Le paludisme constitue à ce jour 30% des consultations dans nos hôpitaux, avec une augmentation de son indice de 154,58 pour 1000 à 173,43 pour 1000 dans la population générale et de 286,87 à 440,97 pour 1000 chez les enfants de moins de 5 ans. Et ce soir, nous vous racontons l'histoire de Gisèle, une mère de 2 enfants âgée de 45 ans et clouée au lit depuis 2023. Elle souffre d'une pathologie qui cause d'inquiétantes enflures sur son corps, mais les médecins peinent à poser un diagnostic. Une situation qui pèse sur elle et sur sa famille qui dépense plus d'1 million chaque mois pour des médicaments et du matériel d'hygiène. Le reportage de Nadja Eja et de Kimo Eric. En surpoids, Gisèle Yao, 45 ans, n'a pas bougé de ce lit depuis novembre 2023. C'est en 2017 qu'elle a ressenti les premières douleurs aux articulations. Des douleurs qui lui ont imposé progressivement de limiter ses activités. Quand les douleurs me prenaient comme ça, c'est très atroce, c'est très dur à encaisser. Donc c'est dans la douleur, les douleurs qui m'empêchaient d'aller très loin, je ne peux pas marcher longtemps. Et ça fait que j'étais confinée à la maison à partir de 2017. Et de là, maintenant, c'est en 2023 là, que je suis plus sortie totalement de la chambre. Avant que son état se détériore, cette mère de 2 enfants a parcouru plusieurs cliniques de renom de la capitale économique ivoirienne.
Hernie de la ligne blanche, myome, kyste lui ont été diagnostiqués avec des traitements sans grand résultat. J'ai commencé à prendre du poids, mais je vais à l'hôpital, on ne voit rien. On n'arrive pas à détecter. Jusqu'à aujourd'hui, avec tous les examens de sang que j'ai eu à faire, ils n'ont rien trouvé. On ne trouve pas de mal. Tout ce qu'on trouve, c'est que j'ai le palud ou je suis anémie. On m'a conduit vers un centre en Côte d'Ivoire ici d'éléphantiasie. Mais le pied ne descend pas, le pied continue de s'enfler. Généralistes, cancérologues, diabétologues, plus d'une dizaine de médecins se sont succédés au chevet de la malade. Ils ne savent pas sur quoi se baser pour me traiter, puisqu'ils n'arrivent pas à s'orienter sur quelque chose. Quand ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils me donnent des traitements. Après, je les appelle, ils ne reviennent plus. On devait aller me faire un scanner. On ne peut pas me prendre. Les sapeurs-pompiers sont venus, mais ils ne savaient pas comment me prendre pour me faire sortir d'ici. Aujourd'hui, Gisèle est comme prisonnière dans son propre corps. Tous ses besoins naturels quotidiens sont faits dans cette position avec l'assistance de sa famille. Malgré sa situation difficile, Gisèle reste optimiste, s'en remettant à la providence et aux bonnes volontés. L'appel que moi je peux lancer, c'est les hommes de bonne volonté pour me soutenir, pour avoir un bon traitement, des personnes qui vont me prendre en charge, pour m'aider à trouver le mal dont je souffre et pouvoir retrouver la guérison. Tout ce que je demande, c'est la vie, de pouvoir m'élever, être autonome. Entre les alicaments et le matériel pour son hygiène corporelle, Gisèle et sa famille dépensent en moyenne 1,2 million de francs CFA par mois. Une épreuve de plus dans une situation déjà pénible. Je vous le disais, le DG de l'ONESI était face aux journalistes ce lundi. Il a présenté les dernières avancées et innovations de l'institution. Parmi elles, le registre national des personnes physiques. À quoi sert-il? Les éléments de réponse de Nedja Edja et de Cheikh Bleu. Durant plus de 2 heures, face aux journalistes, le directeur général de l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification, est revenu sur les innovations engagées pour un processus de gestion des données de l'état civil et d'identification fiable. Il était question de faire une identité basée sur un registre national des personnes physiques, RNPP, beaucoup plus fiable, sécurisé et qui va permettre aux administrations de procéder maintenant à la dématérialisation de tous les processus administratifs que le citoyen doit effectuer. Ce nouveau système s'appuie sur la numérisation des documents et la biométrie avec l'identifiant unique NNI, numéro national d'identification, qui centralise toutes les informations personnelles d'un citoyen et permet des transactions économiques, administratives et sociales. Aujourd'hui, la question des pères et mères, si une banque ou une institution vous dit que vous demandez un autre document, c'est lui qui doit se mettre à jour. Concernant le retard dans la production et la livraison des cartes nationales d'identité, plusieurs facteurs sont mis en cause, allant des cas de doublons aux besoins d'identification de documents et la détection de possibles fraudes. Lorsque quelqu'un dit « je n'ai pas encore ma carte », soit c'est une production, une demande récente, donc qui est en cours de traitement, soit il y a un blocage quelque part et il fait une réclamation. On a mis en place une plateforme de réclamation en ligne. Vous pouvez suivre l'évolution du traitement de votre dossier jusqu'à la production pour qu'on puisse ensemble lever les informations. Nous étions à 400 000 dossiers en cours de traitement. Et puis, à 200 000 à peu près dossiers pour lesquels on a soit un besoin d'informations complémentaires ou des dossiers en inspection. Et donc, au fur et à mesure que vous envoyez les informations complémentaires, on regarde la cohérence et l'authenticité. Au cours de cette conférence, plusieurs tests de vérification ont été effectués sur les différentes technologies mises en place. Le logiciel de gestion intégrée de l'état civil CityWeb, les techniques de lutte contre la fraude sur l'identification, le système de gestion des réclamations, le flux migratoire, ont été abordés. C'était une promesse du président Alassane Ouattara lors de sa visite dans la Maraoué. 4 ans après, Zouenoula sort enfin de l'isolement grâce au bitumage de la route qui mène à Vavois. Une bouffée d'air pour les usagers et une grande fierté pour les autorités locales, comme nous montrent Timé Danger et Tanguy Conan dans ce reportage. En visite d'État à Zouenoula, l'annonce du président de la République Alassane Ouattara relative au bitumage de plusieurs axes routiers, dont celui menant à Vavois, faisait jubiler les populations. Moins de 4 ans après, c'est chose faite.
La voie Zuénoula-Vavoie, désormais couverte de bitume avec pour les automobilistes le confort de la conduite. D'un linéaire de 54 km, le projet de bitumage de cet axe intègre 5 km de voirie communale à Vavoie. La localité, porte de sortie du Haut-Sassandra, change de visage avec plusieurs artères, arborant fièrement le bitume. La route Zuénoula-Vavoie, qui était impraticable, où il y avait des véhicules très vieux, des badjans comme on le dit, qui pouvaient faire 2 heures de temps avant d'arriver à Zuénoula. Aujourd'hui, il y a de très grandes compagnies de transport qui passent facilement sur cette voie et en 45 minutes, ces compagnies-là sont déjà à Zuénoula. Même satisfait dans les villages traversés dont Zanzra, qui bénéficie de 3 km de bitume, ainsi que Poezra et Bouitafla, bénéficiaires de forage. Ça a été lancé, le bitume serait fait entre Vavoie et Zuénoula depuis 1967. Et que c'est aujourd'hui que nous voyons le bitume à Vavoie. Vraiment, le projet a été tant entendu et c'est maintenant que nous voyons la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, Zuénoula sera parmi les villes. Sinon, depuis là, nous, on est KO. On ne connaît pas Zuénoula. Mais avec ça, là, tout le monde va connaître Zuénoula, sans problème. Aujourd'hui, Séguéla passe ici, Vavoie passe ici, Odiéné passe ici, même Kanimou passe ici, et Bondiali va passer demain ici. Donc, on n'a plus de problème. Point de départ du chantier, Zuénoula n'est pas en reste, avec 5 km de bitume dans la commune. Derrière ma fenêtre, devant ma porte, il y a goudron partout à Zuénoula. Grand merci au gouvernement. À la gare routière de la localité, naguère enclavée, le calvaire vécu reste dans les esprits. La route de Zuénoula Vavoie, ce n'était pas la peine. Vélo même ne pouvait pas bien rouler sur la route là. Aujourd'hui, ça va. Le nouveau visage de la route Zuénoula-Vavoie ne fait pas le bonheur de tous ceux qui y gagnaient leur pain. Ces chauffeurs crient eux famine, avec des activités désormais à l'arrêt. Contraints de se réinventer pour faire face à la concurrence des cars flambant neufs qui font la route à 1000 francs en moins d'1 heure de route, contre 3000 francs pour les badjans par le passé, ils plaident leur cause. Les cars sont venus, les cars sont là. Donc vraiment, ça nous fatigue un peu. Il n'y a plus de clients qui viennent chez nous. On les trucs moto, ou bien prend car et puis s'en va. Donc on n'en gagne rien. Si les uns pleurent, d'autres jubilent. Au nombre des heureux, les fonctionnaires en poste dans les villages traversés qui se voient retirer du pied une grosse épine. Quand tu arrives ici, aux environs de 7 heures, tu es badigeonné de poussière partout, la boue, quand il pleut, c'était vraiment difficile. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Le chantier comprend également un nouveau pont enjambant le fleuve Bandama. Cet ouvrage affiche un taux d'exécution de 90%. Sur les lieux, au quotidien, le conseil municipal s'assure de la bonne réalisation de l'équipement. En attendant la livraison, les acquis font déjà la fierté des élus et cadres des 2 départements impactés. C'est une action que Vavoie attendait depuis des décennies. Donc voilà, c'est vraiment un acte d'utilité publique parce que la ville était vraiment en souffrance et ce bitume-là va donner un nouveau visage à la ville. Zuénoula qui était un sac, aujourd'hui est devenu un carrefour. Auparavant, on partait de Zuénoula à Vavoie. Tu pars de 7 h, tu arrives à 18 h. Et aujourd'hui, en 30 minutes, on a Vavoie. Vous verrez que le bitume a déjà quitté Béoumi pour être aujourd'hui à Bouitafla et va continuer jusqu'à Zuénoula. Alors, nous pensons que ce que le président est en train de faire dans la Marawi est tout simplement extraordinaire. Le tronçon Zuénoula-Vavoie, faut-il le souligner, intègre le vaste programme gouvernemental de bitumage de différents axes routiers reliant Zuénoula, le temple du Zaouli, à plusieurs autres chefs-lieux de département du pays. Ce sont notamment Béoumi, Mankono et Daloa via Bédiala. Et les travaux de construction de la ligne BRT Yopougon-Bingerville ont été lancés mercredi dernier par le Premier ministre. Ce moyen de transport promet d'accueillir 500 000 passagers par jour, réduisant le temps de trajet à 45 minutes au lieu de 3 heures actuellement, avec des travaux prévus durer 36 mois. Le reportage de Salifia Lekoué et de Florence Kissiedou. Le BRT, le bus rapide transit dans le Grand Abidjan. Il reliera la commune de Bingerville à Yopougon. Les travaux de construction de cette ligne ont été officiellement lancés par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Une solution efficace pour résoudre les problèmes de mobilité d'Abidjan. La mise en service de ce système de transport permettra
de 300 000 à 500 000 personnes de se déplacer par jour entre les communes de Bingerville et de Yopougon. Avec le métro, qui transportera autant de personnes par jour, c'est 1 million de personnes qui se déplaceront d'est en ouest et du nord au sud d'Abidjan, dans des conditions de confort et de sécurité optimales. Entrée en vigueur le 13 février 2020 avec un montant initial de 234,6 milliards de francs CFA consacré à la réalisation des infrastructures, le projet attend à terme une contribution d'environ 76,9 milliards de francs CFA du secteur privé pour le financement de l'exploitation de la ligne, notamment le matériel roulant et la billettique. Le BRT dont nous lançons aujourd'hui les travaux comporte 2 principales sections décrites comme suite. La section 1, Yopougon-Adjamé, empruntant l'axe du 4e pont qui vient d'être achevé. La section 2, Adjamé-Cocody-Bingerville, empruntant principalement le boulevard Mitterrand. Plusieurs partenaires participent à ce projet révolutionnaire, notamment la Banque mondiale et l'AFD, l'Agence française de développement. La Banque mondiale et l'Agence française de développement ont voulu résolument accompagner le gouvernement dans son agenda de modernisation et de transformation de la belle métropole d'Abidjan. Plusieurs BRT ont été menés à bien en Afrique et dans le monde. Et nous espérons que ce BRT à Abidjan sera un des meilleurs pour faciliter les déplacements des populations vers leur lieu de travail, à l'école et vers tous les secteurs qui produisent les services essentiels et qui permettent aux populations d'avoir accès ainsi à ces populations avec un temps moindre. La population vivant dans la zone desservie par le BRT aura accès à un système de transport en commun sûr, fiable et abordable. Cette population est estimée à environ 940 000 habitants en 2020 et devrait atteindre environ 1,26 million en 2030. Et pour parler de cet ambitieux projet, le coordonnateur adjoint du projet de mobilité urbaine d'Abidjan nous a rejoint au plateau, Monsieur Koulibaly Pligueya Ali. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, qu'est-ce que le BRT et qu'est-ce qu'il va changer finalement dans le quotidien des Ivoiriens? Ok, merci beaucoup. Le BRT, c'est le Bus Rapid Transit en anglais, mais en français, c'est un service rapide d'autobus. Donc, on utilise des autobus de grande capacité qui ont un couloir dédié, donc couloir dédié, donc séparé, des voies séparées des autres voies, donc pour permettre la régularité, la performance même de ce système-là. Voilà, donc c'est un système qui est né en Amérique du Sud, voilà, donc qui fait son bonhomme de chemin dans plusieurs grandes villes, plusieurs grandes métropoles dans le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'implémenter ce réseau de transport à Abidjan, entre les 2 communes de Yopougon et Bingerville, voilà, donc qui sont à l'est et à l'ouest de la ville d'Abidjan. Et justement, pourquoi avoir consacré ces toutes premières lignes à l'axe Yopougon-Bingerville? Déjà, avant même d'arriver à votre question, donc, vous avez dit qu'est-ce que le BRT va apporter aux Abidjanais. Donc, le BRT va réduire de manière drastique les temps de déplacement des populations dans les différentes communes concernées. Donc aujourd'hui, par exemple, vous prenez une commune, fait un déplacement entre Yopougon et Bingerville, c'est quasiment 2 à 3 heures en heure de pointe. Donc avec le BRT, c'est de réduire au maximum ce temps de déplacement. Avec le BRT également, c'est de permettre aux populations de gérer
les temps de déplacement, donc il y a la fréquence, donc vous avez la régularité donc des bus qui sont réguliers aux stations, donc ce qui permet à la population de mieux programmer leur déplacement. Pour revenir à votre question, pourquoi on choisit le corridor Yopougon-Bingerville. Donc il faut dire qu'en 2015, le gouvernement a mené des réflexions donc, sur les déplacements dans la ville d'Abidjan. Donc il se trouve que nous avons 2 corridors structurants. Donc la ligne, donc le corridor entre Port-Boué et Anyama, donc sur lequel aujourd'hui vous avez les travaux du métro. Et vous avez également le corridor entre Yopougon et Bingerville. Donc ce sont les 2 grands axes où se font en réalité les plus gros déplacements dans la ville d'Abidjan. Donc si on arrive à adresser les besoins des populations sur ces 2 corridors, nous pensons qu'on aura proposé aux populations des solutions pour leur permettre de se déplacer dans de bonnes conditions. Une des autres solutions, c'est donc le métro d'Abidjan qui a connu beaucoup de retard. Quelles sont les garanties que vous nous donnez, que vous donnez aux Ivoiriens pour que donc, le délai de 36 mois là, puisse être donc, respecté et tenu? Oui, je pense que dans la phase de conception, nous avons pris en tout cas toute la mesure pour que les entreprises sélectionnées respectent les délais. Voilà, donc aujourd'hui, les entreprises sont à la tâche pour que les travaux démarrent rapidement. Voilà, donc nous pensons pouvoir respecter ces délais-là. Et les questions de déplacement des réseaux, les questions de déplacement des populations dans les emprises, qui sont des éléments qui impactent les délais de mise en œuvre des différents projets, sont aujourd'hui en train d'être traités. Voilà, donc nous allons procéder aujourd'hui au démarrage rapide des déplacements de réseau, mais également aux questions de libération des emprises. Voilà, donc ce qu'il faut savoir dans le cadre du projet, dans la phase de conception, nous avons fait une conception en restant au mieux dans les emprises disponibles, donc en évitant de trop impacter donc, les bâtis donc, dans le corridor du BRT. Donc, avec tout cela, nous pensons pouvoir respecter les délais. Quelles incidences ces travaux auront sur donc, les usagers de la route, quand on sait qu'il y a déjà, ils se plaignent déjà des nombreux embouteillages dus notamment aux différents travaux déjà en cours dans la capitale économique? Oui, effectivement, vous avez plusieurs travaux aujourd'hui dans la ville d'Abidjan. Pour ce qui est du BRT, donc avant même le démarrage des travaux, nous avons proposé la construction de plusieurs voies, en plus des voies qui sont en cours de réalisation par le gouvernement. Donc nous avons plus d'une dizaine de kilomètres de voies qui permettent d'offrir des itinéraires alternatifs donc aux populations. Donc au niveau du boulevard Mitterrand, donc l'idée c'est de permettre aux populations de passer par d'autres voies sans forcément passer par le Mitterrand qui aujourd'hui, vous venez de le dire, où on a plusieurs travaux d'infrastructure en cours. Voilà. Enfin, combien ça va coûter donc, à l'Ivoirien un ticket donc, pour emprunter ces trambus? Je pense qu'aujourd'hui, dans la question de la tarification, nous n'avons pas aujourd'hui un tarif spécial pour le BRT. Les discussions vont être menées avec le futur opérateur de la ligne de BRT, mais tout en considérant le niveau de vie des populations, les dépenses en termes de budget de transport aujourd'hui est faite par les populations. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons plus de 20 à 30% donc des revenus des populations qui va vers le transport. Donc le gouvernement, conscient de cela, donc l'idée c'est vraiment de regarder tout ça et de proposer des tarifs compétitifs aux populations. Merci infiniment, monsieur Koulibaly Pligaya Ali. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur adjoint du projet de mobilité urbaine d'Abidjan. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces éclaircissements sur cet ambitieux projet. C'est moi qui vous remercie.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.